bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez l'émission Les Rencontres de RVPB. Ce soir, spécial cours Bonacorsi, partenariat avec notre radio. Aujourd'hui, les élèves de l'école de théâtre Bonacorsi présentent un florilège mis en scène cette année. Ils jouent régulièrement au théâtre et bénévolement dans des hôpitaux au profit des patients. Les cours Bonacorsi ont repris au théâtre Gildas, 16 rue Tolbiac, 75 013 Paris. Tous les ans, cette école fait des spectacles avec ses élèves. L'école prépare également les élèves aux concours nationaux comme le conservatoire. Cette année, le cours Bonacorsi va également partir sur 2 festivals. Le but de cette école de théâtre est que les élèves fassent le plus possible de scènes pour avoir rapidement des réactions de professionnels. Dans l'école du cours Bonacorsi, qu'ils soient amateurs ou futurs comédiens professionnels, les élèves ont tous la même qualité d'enseignement et les cours ont lieu tous les samedis de 13h30 à 17h30. Si vous voulez joindre donc la présidente Colette Bonacorsi, vous pouvez la joindre par mail cobonacorsi@hotmail.com et sinon par téléphone au 06 73 39 40 33. Voilà donc tout de suite. Dans les rencontres de RVPB, nous vous proposons d'écouter l'intégralité de ce florilège de théâtre ce soir. Bonsoir. Voilà, ça c'est le travail des élèves. Ce que vous allez voir ce soir, ça va être le travail des élèves qu'ils ont fait depuis le mois de mars, parce que cette année j'ai commencé mon école plus tard que d'habitude. À cause de petits soucis. Et du coup, on a commencé le travail qu'en mars. Et si vous avez des portables, je pense que vous avez pensé à les couper. Je le rappelle parce qu'on ne sait jamais. Moi, il m'arrive aussi donc voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez bien vous amuser. Merci. Prétendra encore que j'ai le béguin pour René. Non! Non, 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 oui. Non, non, regarde-moi ça. Je ne vois plus de l'œil gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. Tu es prête, oui? Oui. Oui, oui ou oui, non? Oui, crotte. Et encore, c'est parce que c'est dimanche. Hein. Sans ça... Je veux bien aller tout seul à la Varenne. Ah, t'en fais du chichi. Est-ce que tu vas à la pêche? Moi, je vais à la pêche tous les soirs. Je ne crains pas. D'abord aller à la Varenne, quand on devra en croquer à Toulon. Mais pourquoi qu'on part pas à Toulon? Tu t'incrustes là, ça finira par faire du vilain. Et après? T'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux. Mon résultat est même. Pourquoi tu n'es à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. Tu en es sûr? Oui. Tu n'aimes pas notre vie? Non. Tu l'aimes, toi, notre vie? Hein, je suis habituée. Cocard, mis à part, t'es plutôt beau mec. Parfait. On se dispute. Au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors, j'en ai assez, tu saisis? Je m'asphyxie, tu saisis? Je m'asphyxie. Partons à la mer, tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Partons à l'étranger, aux colonies. Avec toi? Cette idée? Ça sera partout pareil. Parce que j'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si moi je suis une atmosphère, toi t'es un drôle de bled. Des tigres qui traînent, sans en être. Atmosphère, atmosphère. Je suis une gars d'atmosphère. Puisque c'est comme ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio était à une autre. Et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Vous voyez comme le hasard me contrarie. Moi qui allais l'aimer. En vérité, Oh oui, sur mon âme. Ce soir, ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui aurait pu ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice en le menant à la lisière, vous l'auriez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait, que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez aimer ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit! Aviez-vous préparé à l'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de Boirang, donnez-les-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle. Bien au contraire, ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi. Et le jour où, comme une Galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez, et qui ne laissera pas que de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer. Le dit Seigneur Célio, d'ici à une huitaine de jours. Mais pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte qui obéit à point nommé alors convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer du doigt, et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum ». Cousine, cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon qui, au premier soupir du cavalier à la mode, doit s'évaporer dans les airs. Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célio. Et qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une coupe fragile qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule? Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une dans la rue, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle et se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et la laisserait passer.
Quelle drôle de petite bonne femme. Moi seul au monde, je l'ai connue. Cette urne d'albâtre, couverte de ce long voile de deuil et sa parfaite image. C'est ainsi qu'une douce mélancolie voilait les perfections de cette âme tendre et délicate. Pour moi seul, cette vie silencieuse n'a point été un mystère. Les longues soirées que nous avons passées ensemble sont comme de fraîches oasis dans un désert aride. Elles ont versé sur mon cœur les seules gouttes de rosée qui y soient jamais tombées. Célio était la bonne partie de moi-même. Elle est remontée au ciel avec lui. C'était un homme d'un autre temps. Il connaissait les plaisirs et leur préférait la réalité. Il savait combien les illusions sont trompeuses et il préférait ces illusions à la réalité. Elle eût été heureuse, la femme qui l'eût aimée. Ne serait-elle point heureuse, Octave, la femme qui t'aimerait? Je ne sais point aimer. Célio seul le savait. La cendre que renferme cette tombe est tout ce que j'ai aimé sur la terre, tout ce que j'aimerais. Lui seul savait verser dans une autre âme toutes les sources de bonheur qui reposaient dans la sienne. Lui seul était capable d'un dévouement sans borne. Lui seul eût consacré sa vie entière à la femme qu'il aimait, aussi facilement qu'il aurait bravé la mort pour elle. Je ne suis qu'un débauché sans cœur. Je n'estime point les femmes. L'amour que j'inspire est comme celui que je ressens, l'ivresse passagère d'un songe. Je ne sais pas les secrets qu'il savait. Ma gaieté est comme le masque d'un histrion. Mon cœur est plus vieux qu'elle. Les sens blasés n'en veulent plus. Je ne suis qu'un lâche, et sa mort n'est point vengée. Comment aurait-elle pu l'être, Octave, à moins de risquer votre vie? Célio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi. Ce tombeau m'appartient. C'est moi qu'ils ont étendu sous cette froide pierre. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Adieu, la gaieté de ma jeunesse, l'insouciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve. Adieu, les longs et bruyants repas, les sérénades à la lueur des torches. Adieu Naples et ses femmes, les mascarades sous les balcons dorés, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Mais non, pas dans mon cœur, Octave. Pourquoi dis-tu adieu, l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait.
peu de choses. À qui le dites-vous? Au fait, c'est qui qu'on enterre? Gaston Tricard, Le Gaston, celui qui... celui-là. Entre nous soit dit, pas grand-chose. Au moins que rien, vous voulez dire. Et à son âme. Pourquoi vous êtes venu? Moi, Bon. par amitié, voyons. Par amitié. Oh, je vous reconnais bien, là. Et vous? Ah bon, c'est pour mon chien. Ah bon? Mais qu'est-ce qui peut bien intéresser un chien ici? Oh, je ne sais pas. On ose peut-être. Et puis ça me sort. Toujours entre quatre murs. Eh oui, pour finir entre quatre planches. Et puis l'odeur Je des vous fleurs. comprends. C'est vrai. L'odeur des fleurs aussi. Eh oui, toutes ces fleurs. Oh. Il avait donc des amis cet homme-là. Moi, je ne lui en connaissais pas. Remarquez, on ne sait pas tout. Il paraît qu'il était presque beau sur la fin. Ah bon? Comme quoi ça vous change? Remarquez, moi, je l'aimais bien, le Gaston. C'était pas le mauvais gars. C'était pas le mauvais gars, c'était pas le mauvais gars, c'était pas le bon gars non plus. Il en a fait baver à la Simone. Elle doit pas beaucoup le regretter. À moins qu'elle ne regrette les coups. Oh, ça s'est déjà vu. Maintenant, il se repose. Vous me direz qu'il n'a jamais beaucoup travaillé. Une vraie feignasse. Oh, ça, une vraie feignasse, hein. Il les avait tous palmés. Il a quand même trouvé moyen de faire 10 gosses à la Simone. La pauvre. Oh, une vraie bête. Il paraît qu'il était tout le temps dessus. Vous savez, une vraie bête. Enfin, maintenant, la voilà tranquille. Elle ne sera plus forcée de faire le tour du bistrot pour le retrouver. Parce qu'il... Il était... toutes ses allocations y passaient. Oui, d'ailleurs, il devait de l'argent à tous les voisins. Maintenant, il peut faire le bras dessus. Bonsoir. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Par où êtes-vous entré? Que venez-vous faire ici? Il n'y a plus d'argent, vous arrivez trop tard. Je vous préférais lorsque vous posiez des questions. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous ne me croiriez pas, et ce n'est pas ce jouet qui vous y aidera. Causons, voulez-vous? Monsieur, je ne parle pas à un homme qui entre chez moi par effraction. Je refuse de se présenter. Très bien. Puisque vous insistez. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Sauvez-moi, ils me poursuivent. Ils sont là derrière moi, la Gestapo. Ils m'ont vu, ils entrent dans l'immeuble. Le Gestapo? Cachez-moi. Cachez-moi. Laissez-moi tranquille! N'avez-vous pas de pitié pour une victime? Pour une victime, oui. Pas pour un simulateur. Alors ne me demandez pas de vous raconter des histoires. Écoutez, je peux faire deux hypothèses pour expliquer votre éruption ici. Soit vous êtes un voleur, soit vous êtes un malade. Si vous êtes un voleur,
Vos amis de la Gestapo sont passés avant vous sans vous laisser de miettes. Si vous êtes un malade, Et quelle serait la troisième hypothèse? vous n'êtes pas un malade. Malade. Le vilain mot. Comme un coup de main que la santé donnerait à la mort. Et pourquoi viendriez-vous sinon? Bah, on peut trouver bien d'autres raisons. La curiosité. L'admiration. C'est ce que disent tous les malades. Je viens peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils disent ensuite. Bon, et bien même. Admettons que j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous me proposez? De prendre rendez-vous. À bientôt, monsieur. À une heure qui nous conviendra à tous deux et dont nous aurons décidé tous les deux. Dans quelques semaines. Ah non, c'est impossible. Car demain, je ne serai plus là. Et dans 8 semaines, vous non plus. Pardon? Vous serez à Paris, chez la princesse Bonaparte. Puis à Londres, à Merfield Garden. Si ma mémoire est bonne. Maurice Fitzgarden. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai rien prévu. Si, vous y serez bien. Vous aimerez le printemps londonien, vous serez fêté. Et vous parviendrez même à finir votre livre sur Moïse. Je vois que vous lisez la presse scientifique. Alors, comment l'appellerez-vous déjà? Moïse et le monothéisme. Je préfère d'ailleurs ne pas vous dire ce que j'en pense. Je n'ai pas encore choisi le titre. Moïse et le monothéisme. Pourquoi pas? La suggestion. Vous vous intéressez à la psychanalyse? À vous seulement. Qui êtes-vous? Mais le plus étrange, c'est que vous regretterez Vienne. Sûrement pas. On ne savoure le goût du fruit qu'après l'avoir mangé. Et vous êtes de ces hommes qui n'ont de paradis que perdu. Oui, vous regretterez Vienne. Et vous la regrettez déjà, puisque depuis 1 mois, vous refusez de partir. C'était par optimisme. Point de la situation allait s'arranger. C'était par nostalgie. Vous avez joué en culotte courte dans le Prater. Vous avez proclamé vos premières théories dans les cafés. Vous avez marché enlacé à votre premier amour le long du Danube. Puis vous avez voulu vous jeter dans ces eaux glauques. À Vienne, c'est votre jeunesse que vous laissez. À Londres, vous ne serez qu'un vieillard. Comme je vous envie. Qui êtes-vous? Vous ne me parlez pas. Alors sortez. Comme vous devez être là du monde pour vous débarrasser si tôt de moi. Vous aurez cru plus accueillant vers les malades, docteur Freud. Vous me mettez dehors. Est-ce comme cela qu'on traite un névrosé? Lorsque vous êtes le seul recours. Imaginez que je vous quitte pour aller me jeter sous une voiture. Vous tombez mal. Ce soir, il n'y a plus de docteur Freud. Derrière les autres. Croyez-vous que soigner les hommes empêche moi de souffrir? Il est même des soirs où j'en veux aux autres de les avoir sauvés. Je suis si seul, avec ma peine sans recours. Elle reviendra. Sometimes
Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Oui, oui, je sais, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans. Voilà ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite, hein. Oh, ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Oh, ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Mais mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère Madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si l'on savait... Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Enfin, donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chouette. Oh, un chaud lapin. Oh, j'adore cette expression. Trop chaud, même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh, Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. ce n'est pas possible. Si je comprends bien, docteur Victor vous négligez. Moi? Mais pas du tout. Eh bien... Oh, eh bien, comme je vous l'expliquais, bien avant sa première crise, mon mari n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans... Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu manques de souffle. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu es beaucoup trop froide. Il était très exigeant. Oh, exigeant, oui et non. Raffiné, surtout raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous savez, Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des 2 saintes fois à Villemur de Saint-Onge. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie dans ce domaine. D'autres ambitions sont proches, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain. Je fermais la porte à clé et je lui dis « Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé ?» Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, Monsieur Badouin... Évidemment, c'était un très bon garçon. Les yeux, surtout. Jamais on n'aurait pensé que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être était cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Voyons, ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante. Oh, je vous ennuie avec toutes mes histoires. M'ennuyer? Oh non, pas du tout, pas du tout. Et que répondit Victor quand vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à ce moment-là qu'il m'a mué. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, je l'accablais, ce cher Estelle. Je versais dans des mesquineries, dans des petites questions, de petits points de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, mais je vous en prie, voyons si on nous voyait. Excusez-moi. Le remords me tue. Pauvre cher ange, pauvre tulipe noire. Vous êtes bonne, Madame de Crampon. Julie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Julie, un peu de dignité, redressez-vous, voyons. À chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Il a dit Victor.
Victor, madame. Allons, mon enfant. Moi aussi, j'ai été veuve. Je veux dire, j'ai traversé bien des épreuves au cours de l'existence. Je n'en suis pas morte. Eh bien, vous en mourrez, madame de Crampon. Croyez-moi, vous en mourrez. Allons, allons. Vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner. Les petites feuilles de grimper aux arbres. L'océan joue du biniou. Les petites filles sautent à la corde. Les oiseaux cuitent. La France! Ah, les oiseaux! Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau. Oui, votre chapeau. Votre chapeau qui est bien plus qu'un chapeau qui est un ramage, Madame de Crampon. Un ramage. Je vous en prie. Mais vous n'y songez pas. Vous voudriez que je reparte tête nue? Je vous donnerai le mien si cela peut vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin que l'on me fasse plaisir. Chaque chose a sa place. Victor aimait tant les oiseaux. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui ai demandé, très doucement pour ne pas le froisser, Victor, pourquoi as-tu fait cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Ah, c'était un poème, mon Victor! Ce n'est pas possible. Un homme si ponctuel, si distingué, jamais un mot plus haut qu'un autre. Je vous en prie, cher grand ami. Victor, recommence le chapeau! Est-ce que c'est ainsi? Tenez, si cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Les jolis oiseaux. Les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, Madame de Crampon, vous vous croyez peut-être dans votre état normal? C'est-à-dire, évidemment, on ne sait jamais. Oh, parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? Oh, c'était bon temps. Oui, je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Hein? Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oh non, non, je crains qu'il ne se fasse tard. Hein. On bavarde, les heures tournent. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait la confiture. La gelée de groseille surtout. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche, nous étions en famille. Et nous remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs deux places étaient vides. Mon cœur me lâche. Je sens mon cœur qui me lâche. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincé entre deux pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard. Elle était morte. Morte! Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Naturellement, motus. Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Nous sommes très chatouilleux sur l'honneur dans la famille. Vous saviez que Victor avait la rosette? Morte! Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air! De l'air! Eh bien, vous n'allez pas partir? Oh, je voudrais bien! Ouvrez la fenêtre! Eh bien, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous! Ouvrez les fenêtres! Laissez entrer les oiseaux! C'est votre chapeau que vous voulez! Eh bien, tenez, je vous le rends! Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Victor! Mon Victor! Un homme si ponctuel! Mon Victor! Dis-moi que ce n'est pas vrai! Non, Victor! C'est mon
mi-juillet. Je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand ?» Et il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. « Je ne crois pas. Je ne crois pas. » C'était donc ça! Oh, ma tête! Oh, ma tête! Mon Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle chouette? Oh, mon grand, toi dont l'ombre couvre encore toute chose. Qui est cette femme? Oh, comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Tout chez vous laisse supposer que vous êtes passé par de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui vous traversent. Oh, vous avez un bien joli chapeau. Vous trouvez? Ah oui. Tenez, je vous les donne. Merci. Je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Comme vous êtes touchante. Suzanne, prends-moi mon chapeau. Ton... Oui, mon chapeau. Il doit être au moins 6 heures. Tu crois, Honorine? 6h15. Oh, encore 5 minutes. 5 minutes seulement. Non, ma petite Caille, je t'assure qu'il faut rentrer. Oh, quel dommage. Aujourd'hui, nous sommes sublimes. Quel dialogue. J'en frémis encore. Oh. Moi aussi, le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Ah, mais le temps passe. Il y a des contingences. Les contingences. Les machines à laver, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, les journaux à balancer. Oh. Du nerf, Suzanne. Nous reviendrons demain. Demain comme après-demain. Comme avant-hier. Et j'amènerai mon perroquet. Ah oui, amène ton perroquet, comme ça on se fera enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec un brassard noir. D'accord. Si ça te fait plaisir. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, Honorine. Demain. Même heure. Elle a dû oublier, c'est pas possible. On n'oublie pas les choses comme ça, quand même. On pense. On peut pas oublier les choses, surtout les rendez-vous, sans qu'il se soit passé quelque chose de spécial. Monsieur Bouchon. Et là, justement, il s'est rien passé. Absolument rien entre nous. Alors il n'y a pas de raison. Justement, j'aurais bien aimé débuter ce soir, disons, une sorte d'idylle, comme on dit. Oh, je lui aurais pas bien fait de mal le premier soir, hein. Bon, le deuxième, je dis pas que j'ai pas d'ambition avec elle. Enfin, sans penser plus loin que ça. Là, décidément, je comprends pas ce qui se passe. Elle a dû oublier.
possible autrement. Monsieur. Je suis un mauvais garçon! Mais ce n'est pas de ma faute. Je n'ai aucun plaisir à être ce que je suis. Lorsque je fais du mal, je fais en sorte d'être rapide, de ne pas prolonger les souffrances. Ce n'est pas bien de profiter du mal pour une occasion. Ce n'est pas bien. Michou, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Le vernissage, il est à 18h. Voilà, j'arrive, 2 minutes. J'ai horreur d'arriver en retard en public. Lorsque je capture une femme, par exemple, je l'endors immédiatement. L'anesthésie générale permet à la victime de subir des sévices sans subir toutefois de préjudice moral. Les choses du sexe se passent alors confortablement. Si tu ne pouvais pas y aller, fallait pas m'inviter. J'aurais organisé ma soirée différemment. Voilà, 2 minutes. Je suis prêt. Dans 1 minute, moi je sors. En général, je n'ai aucun lien d'amitié, aucun lien de parenté, aucune affinité particulière avec les malheureuses. Je les rencontre comme ça, dans des lieux publics. Je leur adresse la parole. Elles me suivent, car sinon la vie leur paraîtrait morose. Elles se disent, tiens, en voilà un qui est différent, c'est peut-être ma chance. Moi, je pense, pauvre gourde. Tu me rends folle. Après avoir satisfait l'instinct sexuel, ennemi de la création artistique, je passe enfin aux choses sérieuses, à l'examen attentif des couleurs. Mes expériences m'ont permis de constater qu'il en existait 27, à l'exception des Gouines et des Majorins. Mais il y a fort à parier que mes observations n'en seraient guère bouleversées. Le corps de la femme offre une palette de nuances tranchées, une qualité exceptionnelle. Une harmonie inégalée dans la stabilité du mélange. Quant au dégradé, la femme, si j'ose dire, n'a pas son pareil. Bon. Maintenant, il faut que j'y aille, sinon l'autre pourri va se faire la malle. Et j'ai une nature morte à livrer pour la semaine prochaine. Un gros client. Comment tu me trouves? Trop maquillé. Silence! Il s'agirait aussi de se tenir convenablement sur ses chaises. Quand on se tient mal, on travaille mal. Voilà, au 10e rang. Non mais, où tu le crois? Dans une école de pute. Et toi là, la grande. Non mais, sur quoi tu crois assise, hein? Y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle Dieu? Jésus? Non, c'est juré. Parfait. Monsieur le directeur me l'avait dit. Il m'a dit, Madame Marguerite, je vous donne des élèves de première classe. C'est un plaisir d'enseigner dans ces conditions. J'ordonne. Vous obéissez. C'est là, c'est écrit. Je chante, vive l'obéissance. Je chante, vive l'obéissance. Je chante, vive l'obéissance. Je chante, vive l'obéissance.
Aujourd'hui, nous avons cours de biologie. Non, 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 non! Ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. J'aime autant vous le dire tout de suite. Les choses de la vie, on ne les apprend qu'en troisième. Alors perdez ce genre d'espoir et en vitesse. Ce n'est pas moi qui vais m'amuser à me ridiculiser, à vous apprendre à vous embrasser, à vous sauter les uns les autres. Ça, non, pas question. Ce n'est pas dans le programme. Allez l'apprendre dans la rue avec vos mamans. Je ne vais pas m'amuser à me débrayer devant vous. Monsieur le directeur m'a expressément défendu de vous montrer mes seins. Même un seul. Ce que Madame Marguerite va vous apprendre est beaucoup moins compliqué, beaucoup plus primaire au niveau des enfants que vous êtes. Oh. Il me semble que ce tableau est un peu loin. Tout le monde voit bien, même au fond. Il est absolument essentiel que tout le monde puisse lire au tableau. Madame Marguerite va écrire un petit mot pour en être certaine. Tout le monde peut lire. Q. Non, parce que sans le tableau, il n'est pas question d'apprendre la lecture, et les mathématiques, et l'histoire, sans remonter la géographie. Bon, bien. Il y a 3 grands principes en biologie. Ou plutôt, il y a un grand début. Un milieu de dimension variable et une grande fin. Le milieu, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes tous nés un jour ou l'autre, sans que l'on vous demande si vous étiez volontaire. Vous êtes nés, un point c'est tout. Comment? Pourquoi? Là, forcément, il y a un truc, hein? Vous ne le connaissez pas. Mais bien sûr, ça vous intéresse, parce que c'est un truc dégueulasse. Voilà le principe de base. Le second principe de la biologie, c'est le milieu. Le milieu, c'est maintenant. C'est papa, c'est maman, c'est Marguerite. C'est l'école, l'examen d'entrée en 6e, les devoirs, les leçons, la discipline. Enfin, tout ce qui compose le bonheur d'un enfant. Le troisième principe, c'est le plus grave. C'est la fin de la biologie. Il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous apprendre une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir. Tous, sans exception. Madame Marguerite va vous l'écrire au tableau pour que vous ne risquiez pas de l'oublier. Tout le monde peut lire. Demain, comme nous avons français, Madame Marguerite vous fera faire une rédaction. Chaque élève devra décrire son propre enterrement. Avec ces petits mots à lui, ces petites images. Et c'est justement pour développer votre imagination. Chaque élève me remettra un enterrement entièrement différent des autres. Si j'en prends un
sur l'enterrement du voisin, c'est 0 pas tous les 2. C'est bien compris? Vous êtes nuls. Et vous avez soif de savoir certaines choses, n'est-ce pas? Ah, les choses de la vie, par exemple. Ça vous plairait bien que Madame Marguerite se mette toute nue, là, devant vous. Mais moi, Madame Marguerite, à poil devant les élèves? Oh, mais qu'est-ce qu'il dirait, monsieur le directeur? Qu'est-ce qu'il dirait? Oh, bande de saligants! Madame Marguerite n'a pas choisi d'être cruelle avec vous. Madame Marguerite serait malheureuse si vous pensiez que Madame Marguerite ne veut pas votre bien. En fait, le plus cher désir de Madame Marguerite, c'est que vous sortiez d'ici armés pour la vie, pour vaincre les difficultés de la vie. Il y en a tout le temps. César, es-tu là? Est-ce que tu m'entends, César? Eusapia, vieille sorcière, ouvre ou je démolis la porte. Chut. Voilà, vous en faites un petit boucan, vous n'êtes plus César. À propos, César, se souvient-il de moi? Et comment? Dans le moindre détail. Il se souvient de votre ingratitude et inconstance. Dès le jour de sa mort. Je continue? Ah non, oublions le passé. Ce fut un regrettable accident. Vous avez le front d'appeler accident le fait que mon patron se soit tué. C'est ainsi que tu es entré à mon service. Tu devrais tenir sa mort pour un événement faste. Et ouvre enfin ses volets. Dites-moi un mot, un seul mot. Êtes-vous épouse, oui ou non? Oui. Et non. Une réponse franche m'aurait étonnée. Toujours l'espoir. Toute autre réponse aurait été incomplète. Écoute plutôt ce qui m'est arrivé. Attendez, que je m'en sais, que je prépare ma pipe. Mais c'est une histoire très courte. Avec vous, on ne sait jamais. C'est bien la peine d'être aimé et adulé par tous les hommes pour se faire traiter avec un tel mépris par sa gouvernante. Il n'y a pas de grande pente pour sa gouvernante. Ah, que c'est drôle ça, que c'est drôle! J'arrive donc chez Gonzague. Il était beau, comme il était beau. Tout pâle, ses grands yeux violets. Ils sont verdâtres. Ce que tu peux être prosaïque. Disons, ses grands yeux, pleins de désir. C'est vous qui êtes prosaïque, on appelle ça de l'amour. De désir, je te dis. Je saute sa mise élégante et le blanc camélia à sa boutonnière. Autrement, avec toutes tes interruptions, je n'arriverai jamais à la fin. Il me propose de me rafraîchir. Je vais dans la salle d'eau. Tu sais, celle qui a un énorme miroir. Et faisant semblant d'avoir trop chaud, je déboutonne mon corsage, mine de rien. Je le vois apparaître dans la glace. Je fais semblant de ne pas m'en apercevoir. Je caresse un peu mon sein, me tourne de profil pour regarder ma taille. Et le bouquet! Tout d'un coup, je prends un air surpris et effarouché lorsque je feins de l'apercevoir dans la glace. Sans oublier le geste savamment maladroit dans lequel la robe, comme par hasard, glisse et dénude ma poitrine. Il aurait fallu être de pierre pour résister à cette vision. Et Gonzague n'étant pas de pierre... Je parie que ce pauvre malheureux vous en a plus fait que des excuses. Oui, pour m'avoir outragé. Sans un mot sur votre changement d'avis. Tu as deviné, j'étais coincée. Si j'avais dû m'expliquer, tout le monde aurait été contre moi. Mais comment vous en êtes-vous sorti? Tout naturellement, en disant la vérité. Certains appellent vos vérités des arrêts de mort. Il reste néanmoins que je ne mens jamais.
Donc, lorsqu'on m'a demandé si je voulais être l'épouse de Gonzague, j'ai dit non. Une fois, 2 fois, je m'apprête à le dire pour la 3e fois, lorsque Gonzague s'évanouit. Fatalement, tout le monde se rue sur lui pour tenter de le ranimer. Et cependant, Juana file en douce, sans être le moins du monde inquiété. Ah, je comprends, l'hôtel était vide. Ah non, l'hôtel n'était pas vide. Il avait un de ces regards, des yeux qu'on aurait dit violets. Mais puisqu'il s'est évanoui, ses yeux n'étaient-ils pas fermés? Ceux de Gonzague, oui, mais pas ceux de l'autre. Quel autre? Mais l'homme aux yeux violets, ce splendide curé qui officiait. Rien que d'en parler, j'ai le cœur qui bat la chaveur. Je ne veux pas de sa prophétie. Oh, il ne m'a même pas remarqué. Il faudrait que moi, seule, faible femme, je me débrouille pour retrouver sa trace. Le Zapta va ouvrir. Si c'est Gonzague, je ne suis pas ici. Un curé aux yeux marrons souhaiterait vous parler. Il prétend se prénommer Parsifal et officier à l'église de Sainte-Marie. J'arrive. Dis-lui de patienter. Oh non, plutôt, aide-moi à me coiffer. Il faut que je m'asseye, sinon je vais tomber comme une chiffe molle et amoureuse. Amour, merci, il m'a donc vu. Remarque, j'étais tout de même la mariée. Naturellement, c'est moi qu'on largue la première. Il préfère après. Ça crève les yeux. C'est ma faute aussi. J'en ai pas sorti une de toute la journée. Quand je repense à ce que j'ai dit sur le musée Guggenheim, cette blague idiote sur les patineurs, je ne devrais jamais raconter d'histoires drôles. Maman et Anna les racontent très bien. Et moi, je me plante tout le temps. Mais où April a-t-elle bien pu aller chercher ses réflexions sur Adolphe Loos et des expressions comme la forme organique? Ah, naturellement, elle est allée en fac à Brandeis. Oh, mais elle n'y connaît que Pouic. Non mais, cette façon qu'elle a de l'appeler David. David. Oh, vous avez raison, David. Au col, proportion harmonieuse. David. Je déteste Sabrina. Elle est tellement allumeuse. Maintenant, ils vont me larguer. Elle m'invitera à monter chez elle. J'ai tout merdé. En plus, le petit grognement. Oh, et puis merde, je ne vais pas me ruiner la santé, hein. J'ai de la lecture pour ce soir. Tiens, je vais me coucher de bonne heure. Je me passerai un film et je prendrai un double somnifère. Voilà ce que je prendrai. Rappelle-toi les divines tendresses. Moi, on m'appelle Ondine. C'est un joli nom. Hans et Ondine, c'est ce qu'il y a de plus joli comme nom au monde, n'est-ce pas? C'est vrai. Ou on dînait, hein. Oh non, Hans d'abord. C'est le garçon, il passe le premier, il commande. Ondine est la fille. Elle est un peu en arrière. Elle se tait. Elle se tait. Mais comment diable s'y prend-elle? Hans la précède partout d'un pas. Aux cérémonies, chez le roi,
dans la vieillesse. Hans meurt le premier. C'est horrible. Léondine le rattrape vite, elle se tue. Que racontes-tu là? Il y a un petit moment affreux à passer. La minute qui suit la mort de Hans. Mais ce n'est pas long. Heureusement. Cela n'engage rien de parler de la mort à ton âge. À mon âge, tuez-vous pour voir. Vous verrez si je ne me tue pas. Jamais je n'ai eu moins envie de me tuer. Dites-moi que vous ne m'aimez pas. Vous verrez si je ne me tue pas. Tu m'ignorais voilà un quart d'heure et tu veux mourir pour moi? Je nous croyais brouillés à cause de la truite. Oh, tant pis pour la truite. C'est un peu bête, une truite. Elle n'avait qu'à éviter les hommes si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, je suis prise. Malgré ce que ton ami inconnu, là, au dehors, t'a dit des hommes? Il m'a dit des bêtises. Ah, je vois. Tu faisais les demandes et les réponses. Ne plaisantez pas. Il n'est pas loin, il est terrible. Tu ne me feras pas croire que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Si, j'ai peur que vous m'abandonniez. Il m'a dit que vous m'abandonneriez. Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau. Puisqu'il s'est trompé pour ceci, il peut se tromper pour cela. Et toi, tu es comment? Belle ou laide? Cela dépendra de vous, de ce que vous ferez de moi. Je préférerais être belle. Je préférerais que vous m'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Oh, tu es une petite menteuse. Tu n'en étais que plus jolie tout à l'heure quand tu me haïssais. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue. Il a eu tort, je ne pensais pas vous embrasser. Et maintenant, tu y penses? J'ai pensé perdiment. On pense de loin. Oh, vous ne perdez rien. Vous serez embrassés dès ce soir. Mais il est si doux d'attendre. Nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'était l'heure où vous ne m'avez pas embrassée. Ma petite Ondine. C'est l'heure aussi où vous n'avez pas dit que vous m'aimiez. N'attendez plus, dites-le-moi, je suis là, les mains tremblantes, dites-le-moi. Mais tu penses que cela se dit comme cela, qu'on s'aime? Parlez, commandez. Ce que c'est lent, un homme. Je ne demande pas mieux que de me mettre comme il faut être. Sur vos genoux, n'est-ce pas? Prendre une fille sur mes genoux, avec mon armure? Je mets 10 minutes, rien que pour dévisser mes épaules. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Tu es folle! Et mes bras? Tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue? Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras. Et pour les refermer. Je vous apporte une pièce, mademoiselle, dans laquelle un rôle vous tend les bras. Vrai? Vrai. Non seulement je vous soumets ce rôle, mais je tiens à ce que vous sachiez que je l'ai écrit pour vous. Un rôle? Un vrai rôle? Pour moi? Je n'ai encore jamais fait de théâtre, que de la revue. Quel rôle est-ce? Le rôle d'une belle jeune fille, vive, lumineuse, qu'on nomme le rossignol. Le héros en tombe amoureux. Naturellement, j'interpréterai le héros. Ah oui? Il s'agit de La Fontaine. La Fontaine de quoi? Je jouerai La Fontaine. Vous? Ben moi, pourquoi? Je ne vous vois pas en fontaine. Mais je parlais de La Fontaine, mademoiselle. Jean de La Fontaine. Ah oui. Le fabuliste. Oui, oui. L'écrivain Jean de La Fontaine qui est mort. Oh mon Dieu! Quand? Il y a 2 siècles, mademoiselle. Ah bon, alors c'est moins grave. Il y a 2 siècles, hier ou demain matin.
C'est de la même mort qu'il s'agit. Non, je m'étais inquiétée parce que j'avais cru qu'il s'agissait d'un de vos amis. Oh, mais c'est un de mes amis, mademoiselle. Un de mes amis les plus chers. Tenez, c'est gentil de me proposer votre rôle. Mais vous vous trompez. Nous appartenons à des mondes différents. Je ne sors pas de la comédie française, moi. J'ai commencé par Nu Cocotte à la Cigale, puis continué à l'Alcazar avec Ah, les bonichons. Et maintenant, je m'égosille. Caro poilé. Je m'égosille dans le poilu. Du moment que vous ne tenez pas le rôle type. Il y a erreur, je vous dis. Je ne pourrai pas y arriver, je ne suis pas assez cultivée. Oh, mais moi non plus. Je n'ai jamais dépassé la classe de 6e. À 17 ans, j'étais encore en 6e. Mon père avait peur que je me marie en 6e, que je meure en 6e. Avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre. Tandis qu'avec ce que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. Allez. Je me rends bien compte que je suis ignorante. Je ne suis pas allée à l'école et je bûche au music-hall depuis l'âge de 13 ans. Ignorante, peut-être, mais sotte, sûrement pas. Vous êtes fine. Quelle importance! Je me fous d'être intelligente. Ah oui? Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes. Parce que chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles. Le rossignol, moi, entre en catimini dans la pièce. C'est quoi ça, le catimini comme fourrure? Une fourrure blanche, virginale. Je vous en offrirai un manteau dès demain, si vous m'y autorisez. Oh oui. La journée promet d'être longue, hein, avec les nouvelles de ce matin. Déjà! Les fous et le devoir nous appellent, mon chou. C'est encore l'autre folle. Madame le chou, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. La nuit dernière, il était à peu près 1h du matin. J'ai éprouvé un besoin pressant. Comme il faisait bon et que le ciel était très clair, je suis allée faire mon besoin sous les étoiles. Monsieur le commissaire, j'étais en train de me soulager de mon besoin pressant, quand j'ai soudain été ébloui par une lumière aveuglante. Il y avait là devant moi une soucoupe volante. Et vous avez sûrement vu Charlot ou Michael Jackson sortir de cette soucoupe volante. Oh, de rien vous cacher. Ils étaient accompagnés par un homme fluorescent de taille immense. C'est votre folie qui est immense, Madame le Chou. Le persiflard finit par vous jouer des tours. Des tours? Mais je n'ai pas fait de détour ce soir-là.
c'est ainsi, je m'en vais trouver mes chèvres. Elle, au moins, elle me croit. C'est cela, oui. Faites, hein. Et arrêtez de venir m'emmerder avec vos histoires. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, ma parole. Moi, depuis ce matin, je n'arrête pas. Ça va, mon chou? Ah, j'ai oublié. Un étrange individu demande à te voir. Bouge ton nez, c'est une infection. Quoi? Qui êtes-vous? Je vous laisse deviner. Pinard. Ricard. Qui êtes-vous? Tricard. Gaston Tricard? Lui-même. Mais je vous croyais mort. Je l'étais, oui. Et figurez-vous que ce soir, j'ai entendu de la musique. Je suis sorti, et à gauche, il y avait des morts qui dansaient sur les tombes. Ah oui. Et à droite, une secousse volante. Sortez immédiatement de mon bureau. Et allez à l'hôpital, là, en face, service toc-toc. Allez, hein, bon vent. Vraiment que je change de métier. Délire. J'ai des hallucinations. J'ai déjà eu les deux autres folles, là, qui jouaient les veuves au cimetière. Et puis à présent, un village qui a toujours été si calme. Ouais, il me faudrait une bonne soupe aux choux. La petite Ondine, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Comment dire, Oui, bah je vous écoute, mon petit. Voilà, je me promenais l'autre jour. La nuit était belle et douce. Quand tout à coup je fus éblouie, comme hypnotisée par une lumière blanche. Une soucoupe volante atterrit là devant moi. J'ai vu un homme en sortir. Oh, le bel animal. L'Apollon de mes rêves, si sexy. Je ne comprenais pas son langage, mais il m'a écrit ceci. Ondine, je reviendrai bientôt te prendre, et nous serons heureux là-haut sur Oxo. Eh oui. Au XXIe siècle, les princes charmants ne viennent plus en carrosse. Mais monsieur le commissaire, je vous assure qu'il est... Une étrange maladie semble peser dans l'air, oui. Et même vous, ma petite Ondine. Quel gâchis. Bon, allez. Rentrez chez vous, reposez-vous, hein. Et dites bonjour à votre maman. Une femme mystérieuse qui demande à te voir refuse de s'annoncer. Elle dit avoir fait un long chemin, tout exprès, que c'est urgent. Elle m'inquiète, mon chou. Je la rentrerai. Mais surveille le voyant, hein. S'il y a danger, j'appuie sur l'alarme. Bonjour, monsieur le commissaire. La nuit dernière, harassée et à bout, je me posais des questions sous les clairs de lune. Comme comment se venger des tromperies de son mari? Comment le ruiner? Comment l'humilier? Vengeance! Vengeance! J'ai supporté des années durant sa transpiration, son haleine de cheval du matin, son étroitesse d'esprit et ses petites mesquineries, ses bourrelets sur les côtés. Vengeance! Vengeance! Bon, écoutez, madame, je suis débordé, hein. Alors, tout cela est regrettable et je compatis. Mais on vient habituellement ici après avoir commis le délit. Allez donc consulter un avocat. Quelle bonne idée! J'en viens justement. Ah, intéressant, n'est-ce pas? C'est moi, Charles! C'est un petit homme vert qui m'en a fait cadeau l'autre soir. Tu ne perds rien pour attendre, Charles. Je demande le divorce et ça va te coûter très cher. Attends, mon cousin, tu vas pas croire que j'ai couché avec cette cette femme-là.
Voyons, mon poussin, c'est ma collègue, Madame Vigilant. Madame Vigilant, quelle imprudence! Maintenant dans notre maison, notre lit! Oh, calme-toi, Bibiche, hein. Je suis sûr que c'est un coup de ta mère qui a inventé toute cette histoire. De toute façon, elle me déteste. Ce soir, tu ne rentres pas dans la maison, Charles. J'ai balancé toutes tes affaires sur la terrasse. J'ai oublié. Mon avocat te contactera. Oh, ouais. C'est moi qui étais là la première. Calmez-vous. J'étais là, vous voyez, c'est d'abord moi, d'abord c'est moi. Ah ouais. La télévision, c'est moi derrière. J'ai perdu la tête ou quoi, là? Je suis déjà ruiné et foutu? Qu'est-ce que c'est, là? C'est la soucoupe mania ou quoi? Hein? Bon, allez au coffre, là, tous, vous m'entendez? J'en ai marre de vous! Tous au trou! Qu'est-ce que t'as, le grand guignol, là? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi. Hein? Qu'est-ce que vous allez me dire, hein? Que vous avez vu toute la troupe de théâtre Colette Bonaccorsi sortir d'une soucoupe volante? Voilà, le florilège du cours Bonaccorsi est à présent terminé. Merci à la présidente Colette qui nous a permis de diffuser ce spectacle de théâtre en intégralité sur notre antenne. Merci bien sûr à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Si vous avez besoin donc de prendre contact avec le cours Bonaccorsi, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Colette par mail cobonaccorsi@hotmail.com ou alors par téléphone au 06 73 49 33 pour la contacter et bien sûr faire partie notamment de ses élèves sur Paris. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre antenne pour une prochaine émission, les rencontres de RVPB sur le www.vipradioonline.fr.